On vous a menti. Les livres d'histoire vous racontent que les Navy SEAL étaient des rois incontestés de la guerre du Vietnam, les prédateurs ultimes, les maîtres de la jungle. Mais ils avaient tort, car au plus profond de l'enfer vert du delta du Mékong, les guerriers les plus redoutés de l'Amérique ont rencontré quelque chose qu'ils ne pouvaient pas expliquer, quelque chose de plus silencieux, quelque chose de plus froid, quelque chose qui faisait passer les légendaires SEALS pour des amateurs bruyants. Ceci n'est pas une histoire de fusillade, c'est le récit classifié de ce qui s'est passé quand une force irrésistible a rencontré un fantôme immuable. Imaginez un Navy SEAL, un homme bâti pour la violence, figé de terreur, non pas à cause de l'ennemi, mais parce que le soldat à côté de lui s'était simplement volatilisé dans les airs. Qui étaient les fantômes qui ont appris aux Américains que la vitesse égale la mort? Qu'est-ce que l'incident de la zone verte, une erreur presque fatale que History Channel ne vous racontera pas? Et quelle était la leçon terrifiante qui a forcé les SEALs à réécrire complètement leur manuel? Attachez vos ceintures. Nous ouvrons les archives pour exposer le choc des philosophies que l'armée a essayé de garder secret. Vous pensez connaître les forces spéciales? Vous n'avez aucune idée. Regardez jusqu'à la toute dernière seconde, car le secret que nous révélons à la fin a changé la guerre moderne pour toujours. C'est parti. Pour comprendre le choc absolu de cette rencontre, il faut rembobiner la bande et regarder au cœur battant de deux machines de guerre complètement différentes. Les Navy SEALs des États-Unis ont été forgés dans le feu et les vagues déferlantes de la Seconde Guerre mondiale, nées des équipes de démolition sous-marine qui faisaient sauter les défenses de plage avant les invasions. Et leur code génétique était écrit dans la vitesse, l'agressivité et la flexibilité, et leur terrain de jeu est devenu le delta du Mékong, un endroit où les rivières servaient d'autoroute à grande vitesse et où les embuscades se cachaient dans les roseaux. Les SEAL frappaient fort, frappaient vite et disparaissaient, utilisant la vélocité comme arme, la peur comme outil et la force écrasante comme point final de tout engagement. Leur doctrine était brutalement simple et comprise par chaque opérateur. Neutraliser la cible rapidement, bouger encore plus vite et ne jamais s'arrêter de bouger. Mais essayer d'amener cette énergie frénétique dans les fourrés profonds et silencieux de la jungle à triple canopée du Sud-Vietnam, où la visibilité tombait à quelques mètres et où chaque mouvement soudain résonnait sur des kilomètres. Et c'est là que le SAS australien est entré en scène. Et contrairement à leurs cousins américains, ces hommes n'avaient pas hérité leur tactique des assauts maritimes. Leurs racines remontaient aux mortelles patrouilles, à longue portée dans les déserts brûlants d'Afrique du Nord et aux guerres de contre-insurrection ultérieures dans les enfers verts et humides de Malaisie et de Bornéo. Et ces hommes ne fonçaient pas à travers le territoire ennemi comme des rhinocéros. Ils s'y fondaient littéralement, devenant partie intégrante du feuillage lui-même. Ils n'ouvraient jamais le feu, sauf si c'était absolument inévitable. Et s'ils appuyaient sur la gâchette, le combat était terminé avant même que l'ennemi ne réalise ce qui s'était passé. Leur doctrine n'était pas basée sur l'assaut. Elle était construite sur l'absence totale. Disparaître, observer, enregistrer et neutraliser seulement s'il n'y a pas d'autre choix, puis se volatiliser à nouveau. Pour eux, le silence n'était pas juste une astuce tactique. C'était une loi sacrée de survie, ancrée par la sueur et l'épuisement. Quand ces deux forces d'élite se sont retrouvées sur les mêmes opérations, partageant des zones de patrouille et des missions de reconnaissance, les différences sont devenues immédiatement apparentes et ont causé un véritable choc culturel. Les SEAL se déplaçaient en équipe de feu de 6 ou 8 hommes, créant un point lourd capable de percer n'importe quelle défense. Les patrouilles du SAS dépassaient rarement 5 hommes, pariant sur la furtivité et la mobilité plutôt que sur la puissance de feu brut. Les Américains étaient drapés d'armement comme des héros de films d'action, portant des M16 avec silencieux, de lourdes mitrailleuses M60 et parfois même des fusils à pompe pour le chaos en combat rapproché. Les opérateurs du SAS préféraient les fusils L1A1 éprouvés, ou des versions raccourcies avec la puissante force d'arrêt du calibre 7,62, et souvent ils passaient une semaine entière en patrouille sans tirer un seul coup.
La différence dans la communication était encore plus frappante et vous disait tout ce que vous aviez besoin de savoir sur leur mentalité. Les SEALs utilisaient activement les radios pour se coordonner, bavardant constamment et annonçant leur présence sur les ondes. Les soldats du SAS laissaient souvent leur radio complètement éteinte, communiquant exclusivement par signaux de la main ou ne communiquant pas du tout, se déplaçant comme s'ils étaient déconnectés par télépathie. Un chef d'équipe américain a plus tard décrit sa première nuit avec les Australiens avec un émerveillement non dissimulé. Il a raconté comment ils avaient mis en place une rotation de garde, mais les Australiens se sont simplement allongés et sont restés figés pendant des heures. Quand l'Américain a demandé qui était de garde, le commandant de patrouille a signalé qu'ils l'étaient tous parce qu'ils ne dormaient pas. Ils écoutaient la jungle, c'était leur système de sécurité. Et ce n'était pas de l'arrogance, c'était une philosophie profonde de survie affinée au fil des années. Là où le SEAL voyait une opportunité d'initiative et d'attaque, le 16 voyait le risque d'exposition et d'échec de mission. Mais ce n'était que le premier choc d'une longue série de révélations qui allait ébranler les fondements de la confiance américaine. Là où les Américains pariaient sur un élan fluide et continu, les Australiens exigeaient le contrôle par une immobilité absolue, presque sépulcrale. Et dans la vraie jungle, loin des roseaux du delta, cette immobilité l'emportait souvent, laissant l'agressivité américaine loin derrière. Mais ce n'était pas une histoire sur qui était meilleur, c'était une histoire sur deux unités d'élite, chacune maître de son art, réalisant soudain une vérité simple. Elles menaient deux guerres complètement différentes tout en se tenant exactement au même endroit. Une guerre filait sur l'eau et exigeait la vitesse, l'autre se cachait dans les arbres et exigeait la patience. L'une reposait sur l'exécution fulgurante d'une sentence, l'autre sur l'anticipation parfaite du moment. Les deux étaient mortels dans leur domaine, mais leurs méthodes étaient comme la glace et le feu. Ce qui a suivi cette prise de conscience n'était pas un conflit, mais une reconnaissance silencieuse, et le début de l'un des échanges tactiques les plus sous-estimés de toute la guerre. Car les SEALs et le SAS ont commencé à comprendre que chacun d'eux pouvait faire quelque chose que l'autre ne pouvait tout simplement pas. Quand les premières patrouilles conjointes entre les Navy SEALs et le SAS australien ont finalement été approuvées par le haut commandement, les deux camps s'attendaient à un professionnalisme mutuel. Ils étaient l'élite. Ils étaient disciplinés et ils respectaient la réputation de l'autre. Mais personne, absolument personne, ne s'attendait au silence assourdissant qui les a engloutis tout entiers. Pour les SEALs, l'opération a commencé comme n'importe quelle autre. L'insertion s'est bien passée, les communications étaient claires et les armes étaient de charger et vérifier. Mais au moment où ils ont pénétré à moins de 200 mètres dans la jungle, tout a commencé à sembler anormal. Ce n'était pas un sentiment de danger ou d'hostilité, c'était juste une impression que quelque chose clochait. Les Australiens se comportaient étrangement. Ils ne parlaient pas. Ils ne pointaient pas du doigt. Ils ne regardaient pas autour d'eux avec urgence. Ils se déplaçaient simplement lentement et délibérément comme s'ils avaient parcouru ce même sentier 100 fois auparavant. Pas de bavardage, pas de conversation légère, pas de clics sur la radio, juste une immobilité sonore, étrange et contre nature. Même leur équipement était muet. Pas de métal qui cliquette, pas de sac à dos qui bruisse. Tout était scotché, rembourré avec du tissu doux et assourdi au maximum. Puis vint le premier vrai test des nerfs. Un léger bruissement, peut-être un mouvement ennemi, résonna juste devant. L'éclaireur SEAL se figea instinctivement et fit signe au reste de l'équipe. Mais quand il se retourna pour vérifier où étaient nadiés les Australiens, ils n'étaient plus visibles. Ils étaient déjà au sol, à plat, silencieux, volatilisés. Pas de chuchotement, pas de bruit de pas, pas un seul souffle. L'un d'eux s'était dissous derrière un amas de racines si efficacement que même l'Américain qui marchait juste à côté de lui a dû plisser les yeux pour le trouver. La patrouille s'est arrêtée. 10 minutes ont passé, puis 20, puis 30. La jungle bourdonnait, les moustiques piquaient, la sueur coulait dans leurs yeux, mais les hommes du SAS n'ont pas bougé d'un seul millimètre. Ils observaient, écoutaient et attendaient. Après près d'une heure de silence absolu, le chef d'équipe SEAL a chuchoté une question, demandant s'ils avaient vu quelque chose.
Le commandant de patrouille australien n'a pas tourné la tête, n'a pas cligné des yeux. Il a simplement chuchoté en retour que si l'ennemi ne les avait pas encore vus, il ne les verrait pas du tout, alors il devait laisser tomber. Ce n'était pas seulement le silence qui avait pris les Américains au dépourvu, c'était la discipline de fer au sein de ce silence. On ne leur disait pas d'attendre, on leur apprenait à disparaître. Les SEALs étaient habitués aux formations serrées, aux vérifications constantes par radio et à un tempo agressif. Le SS se déplaçait davantage comme des ombres, détachés les uns des autres, liés uniquement par l'instinct et la confiance. Pas de radio, pas de repères, juste un rythme interne affiné par des mois et des années à ramper dans la brousse dans un silence quasi total. À la fin de cette journée, les Américains ont commencé à remarquer l'art subtil caché derrière la méthode australienne. Ils ont vu comment ils synchronisaient de leurs mouvements avec les rafales de vent, comment ils se figeaient quand les oiseaux arrêtaient de chanter, comment ils orientaient leur corps pour se fondre dans les lignes brisées des arbres ou des termitières. Rien n'était aléatoire, et le plus troublant était qu'ils faisaient paraître cela facile. L'un des SEALs s'est souvenu plus tard qu'il ne bougeait pas vite, mais qu'il ne s'arrêtait jamais de bouger. C'était comme essayer de suivre le brouillard. Cette première patrouille ne s'est pas terminée par une fusillade. Il n'y a pas eu de contact, pas de sang versé, juste de l'observation pure, un retrait en douceur et suffisamment de renseignements recueillis pour planifier une frappe plus importante plus tard. Mais quelque chose a changé dans leurs esprits pendant cette patrouille. Les SEALs sont entrés dans la jungle en égaux, mais ils en sont sortis en élèves. Mais la vraie profondeur de l'obsession australienne pour l'invisibilité s'est révélée non pas dans la brousse profonde, mais au bord de l'eau, là où les règles de survie étaient écrites dans l'argile humide et le sang. Lors d'une insertion de routine dans un secteur hostile, une patrouille combinée a atteint les berges d'un cours d'eau boueux et lent qui traversait la jungle comme une cicatrice brune. Pour les Navy SEALs, qui étaient nés dans les vagues et élevés sur les assauts amphibies, c'était leur terrain de prédilection et leur instinct était de traverser rapidement, de frapper fort la rive opposée et de pousser vers l'intérieur des terres avant que l'ennemi ne puisse réagir. Ils se préparaient à jaillir de l'eau et à grimper sur le talus sec et argileux pour sécuriser un périmètre. Mais avant qu'une seule botte américaine ne puisse toucher la terre ferme, l'éclaireur australien a signalé un arrêt brutal. Il n'a pas pointé vers la berge, il a pointé en amont vers la végétation épaisse et étouffante qui surplombait la rivière. L'ordre était déconcertant et apparemment insensé, et ils n'allaient pas sortir de la rivière ici. Ils allaient patauger 300 mètres en amont, immergés jusqu'au cou, luttant contre le courant et les racines sous-marines. Les Américains étaient furieux intérieurement, leurs muscles frémissant de l'envie de bouger. Mais ils ont suivi les fantômes parce qu'ils avaient accepté de jouer selon les règles australiennes. Pendant 45 minutes agonisantes, l'équipe s'est traînée à travers l'eau trouble, glissant sur des rochers couverts de vases et combattant la panique des sangsues qui s'accrochaient à leur peau. Ils se déplaçaient comme du bois flotté, brisant à peine la surface, tandis que leurs yeux scrutaient toute la ligne des arbres à la recherche de tout signe de mouvement. Finalement, à 300 mètres de leur point de traversée initial, le commandant australien a fait signe de sortir sur un affleurement rocheux où leurs bottes mouillées ne laisseraient aucune empreinte. Ils ont secoué l'eau et se sont fondus dans les fougères, frissonnants et frustrés par ce qui semblait être une perte de temps et d'énergie précieux. Mais cette frustration a duré exactement 55 minutes. Depuis leur position dissimulée, ils ont observé l'endroit sur la berge où les SEALs avaient initialement voulu grimper. Une patrouille de pisteurs Viet Cong a émergé des arbres, menant 2 chiens maigres et agressifs en longue laisse. Les animaux sont allés directement au bord de l'eau, reniflant l'argile, cherchant l'odeur de tissu mouillé ou la perturbation d'un talon de botte. Si l'équipe était sortie là, les empreintes mouillées sur l'argile sèche auraient pu être une enseigne au néon pointant directement vers leur position et les chiens auraient été sur eux en quelques minutes. Les SEALs ont regardé en silence glacé les pisteurs ennemis se disputer, ne rien trouver et finalement s'éloigner. La prise de conscience a frappé les Américains comme un coup physique. Ce qu'ils avaient à rejeter comme de la paranoïa était en fait un calcul salvateur.
Les Australiens comprenaient que dans cette guerre, une seule empreinte mouillée était une condamnation à mort, et la paresse était le chemin le plus rapide vers une tombe peu profonde. Cet incident a été le tournant qui a transformé la relation d'une courtoisie professionnelle en une masterclass intense de survie. Les Navy SEALs, qui étaient déjà la force commando maritime la plus létale de la planète, ont commencé à mettre de côté leur propre ego pour absorber les habitudes presque monastiques du SAS australien. La première et la plus difficile leçon était l'art du mouvement, qui nécessitait un recablage complet de leur système nerveux, et les SEALs étaient des athlètes entraînés à exploser avec violence et vitesse. Mais le SAS opérait sur une échelle de temps qui semblait géologique en comparaison. Là où une unité américaine pourrait pousser pour couvrir 1 kilomètre en 1 heure pour atteindre un objectif, les Australiens prenaient parfois 1 heure entière pour naviguer à travers seulement 10 mètres de terrain dense. Au début, les SEALs trouvaient cela exaspérant, une torture au ralenti qui semblait trop prudente et trop passive pour leur sang agressif. Mais en regardant les Australiens glisser sur le tapis de feuilles sèches sans craquer une seule brindille, la frustration s'est transformée en fascination professionnelle. Les opérateurs du SAS leur ont appris à poser d'abord le bord extérieur de la botte, en roulant le poids vers l'intérieur pour sentir les brindilles sèches avant de s'engager dans le pas. Ils leur ont appris à déplacer leur corps à travers les broussailles comme de l'eau en se tournant de côté pour se glisser entre les lianes plutôt que de les écarter, car un buisson qui oscille est un phare pour un ennemi qui observe. Les Américains ont appris à lire la jungle avant même de la toucher. Repérant les motifs brisés dans le feuillage, les ombres qui étaient trop droites pour être naturelles et les feuilles qui étaient pliées dans une direction qui défiait le vent, ils ont appris à chercher non pas l'ennemi, mais l'absence du rythme normal de la jungle. La deuxième leçon était la discipline terrifiante de l'immobilité absolue. Une nuit sans lune, la patrouille conjointe s'est installée en position d'embuscade surplombant un sentier d'approvisionnement suspecté utilisé par l'armée nord-vietnamienne. Le SAS n'a pas mis en place une rotation de sentinelles. Ils se sont simplement allongés dans leur position de tir et sont devenus des statues sculptées dans l'obscurité. Les minutes se sont transformées en heures, et les insectes de la jungle ont commencé à se régaler de leur peau exposée. Mais personne n'a écrasé un moustique, personne n'a déplacé son poids pour soulager une jambe qui avait des crampes, et personne n'a tendu la main vers une gourde. Les SEALs ont retenu leur souffle, forçant leur corps à imiter l'état figé de leurs alliés, attendant un signal qui n'est jamais venu. Juste au moment où la lumière grise de l'aube commençait à filtrer à travers la canopée, la récompense de leur souffrance s'est matérialisée. Une colonne de soldats ennemis a marché droit dans la zone de mort, complètement inconscient que 10 hommes lourdement armés étaient allongés à moins de 15 mètres. Quand l'embuscade a été déclenchée, c'était terminé en quelques secondes. Une exécution mécanique parfaite, née de la patience d'une pierre. Une autre leçon critique était la gestion obsessionnelle de leur signature, l'empreinte sensorielle qu'ils laissaient sur le monde. Le SAS était fanatique quant à l'élimination de tout ce qui pouvait les trahir. Ils enveloppèrent chaque boucle et clip métallique dans du ruban adhésif vert pour empêcher même le moindre clic métallique. Ils retiraient toutes les étiquettes de marque et la peinture réfléchissante de leur équipement, frottant de la boue dans les fermetures éclairs et les boutons jusqu'à ce que tout soit d'un mat uniforme et terne. Ils arrêtaient d'utiliser du savon et de la crème à raser, des semaines avant la patrouille, pour laisser leur odeur naturelle masquer l'odeur chimique des produits d'hygiène. Et ils ne mangeaient que de la nourriture froide pour éviter l'odeur du combustible de cuisson. Les SEALs, qui étaient des bricoleurs par nature, ont pris ces leçons et les ont appliquées avec leur propre mentalité d'ingénieurs, modifiant leur équipement pour être aussi silencieux que les Australiens. Enfin, la leçon la plus surprenante était la discipline de la retenue, la capacité de ne pas appuyer sur la gâchette, même quand la cible était en pleine vue. Lors d'une patrouille de reconnaissance à longue portée, l'équipe combinée a repéré 3 éclaireurs Viet Cong marchant sur un sentier étroit, armes en bandoulière sur leurs épaules. Complètement détendu, l'éclaireur SEAL a levé son fusil avec silencieux, son doigt se resserrant sur la gâchette pour une neutralisation rapide et propre de la menace. Mais avant qu'il ne puisse tirer, un caporal du SAS a doucement posé une main sur son canon et l'a abaissé, secouant lentement la tête.
Il a chuchoté à peine audiblement qu'ils avaient besoin du reste de la colonne, pas seulement des yeux. Alors ils ont attendu. Ils sont restés allongés dans la boue pendant 30 minutes, puis 40, observant le sentier vide. Finalement, la force principale est arrivée. Plus de 100 soldats portant de lourdes caisses de munitions et de fournitures médicales. Le SEAL a baissé son arme, transpirant de la réalisation de ce qu'il avait failli faire. S'il avait engagé les 3 éclaireurs, les 100 hommes derrière eux se seraient dispersés et auraient traqué la patrouille. Plus tard, il a admis à son équipe que les Australiens ne regardaient pas seulement le champ de bataille, ils regardaient la logique derrière. À la fin de ce déploiement, les SEALs avaient absorbé des leçons inestimables sur comment ralentir, comment disparaître et comment recueillir des renseignements sans annoncer leur présence. Réalisant que parfois le mouvement le plus agressif que vous pouvez faire est de ne rien faire du tout. Mais la leçon la plus terrifiante de la guerre ne s'est pas produite dans une salle de classe ou lors d'un briefing. Elle s'est produite dans l'obscurité suffocante d'une nuit sans lune au plus profond de ce que les cartes appelaient la zone verte. C'était une zone tellement infestée de forces ennemies qu'y entrer était considéré comme un aller simple garanti pour n'importe quelle unité conventionnelle. Et même les opérateurs spéciaux y marchaient un pas prudemment. Une patrouille combinée de Navy SEALs et du SAS australien avait été insérée par hélicoptère au crépuscule, avec l'intention d'établir un poste d'observation sur une crête surplombant une vallée clé. Cependant, la jungle à triple canopée épaisse jouait des tours à leur boussole et la forte pluie de mousson masquait les caractéristiques du terrain, conduisant à une erreur de navigation de moins de 300 mètres. Dans n'importe quelle autre guerre, 300 mètres est une erreur d'arrondi. Au Vietnam, c'était la différence entre la vie et une tragédie. Alors que l'équipe avançait furtivement à travers les sous-bois, se déplaçant avec la lenteur agonisante qu'ils avaient pratiquée, l'éclaireur s'est soudainement arrêté net, sa main signalant un gel si rigide qu'il ressemblait à une rigidité cadavérique. Le chef d'équipe s'est avancé furtivement, s'attendant à voir un fil-piège ou une sentinelle, mais ce qu'il a vu a glacé son sang dans ses veines. Il n'approchait à pas d'un camp ennemi, ils étaient déjà à l'intérieur. À travers l'obscurité et la pluie battante, il pouvait distinguer les formes de hamacs tendus entre les arbres. Des dizaines d'entre eux s'étendant dans l'obscurité de tous côtés. Ils se tenaient au milieu d'une base de bataillon Viet Cong endormie, entourés de centaines de soldats ennemis qui se reposaient à portée de bras. L'odeur de corps non lavés, de toile humide et l'arôme piquant de sauce de poisson flottaient lourdement dans l'air humide, d'une proximité écœurante. La réalisation les a frappés avec la force d'un coup physique. Ils étaient en infériorité numérique de 50 contre 1, complètement encerclés, et un faux pas, une toux ou un clic métallique, signifierait l'annihilation instantanée. L'instinct américain, affiné par des années de doctrine agressive et la philosophie de la violence d'action écrasante, s'est immédiatement déclenché. Le mitrailleur SEAL a commencé à lever sa lourde M60, son pouce se déplaçant vers le cran de sûreté, son esprit calculant déjà les angles de tir. Son entraînement lui criait d'ouvrir le feu, de déchaîner un mur de plomb, de créer le chaos et de se frayer un chemin vers la liberté par la pure puissance de feu. C'était la méthode SEAL. Si vous êtes piégé, vous attaquez avec tout ce que vous avez. Mais avant que son doigt ne puisse se refermer sur la détente, une main se clampa sur son poignet avec une poigne de fer. C'était le commandant de patrouille australien. Il ne parla pas, il ne regarda même pas l'Américain. Il fixa simplement l'obscurité et secoua la tête d'un mouvement lent et délibéré qui n'admettait aucune contestation. De son autre main, il fit un geste qui était étranger au manuel des SEAL, mais instantanément compris dans le langage universel de la survie. Reculez pas à pas, souffle après souffle. Ce qui suivit fut les 4 heures les plus longues et les plus terrifiantes de leur vie, un film d'horreur silencieux où les monstres dormaient à quelques centimètres. Le commandant australien ouvrait la voie, inversant leur trajectoire avec un niveau de contrôle qui semblait surnaturel. Il ne marchait pas simplement à reculons, il replaçait ses bottes exactement dans les empreintes qu'elles avaient placées à l'allée, s'assurant qu'aucune nouvelle boue n'était dérangée. L'équipe se déplaçait comme un organisme unique, enjambant les formes endormies des soldats ennemis qui étaient recroquevillés dans des ponchos sur le sol humide.
À un moment, un opérateur SEAL dut faire une pause avec un pied dans l'air pendant 5 minutes entières parce qu'un soldat Viet Cong se retourna dans son sommeil, marmonnant quelque chose dans un rêve, sa main frôlant la botte de l'Américain. Le SEAL se mordit la lèvre jusqu'à goûter le cuivre, son cœur martelant contre ses côtes comme un oiseau piégé. Mais il ne bougea pas, il ne respira pas. Il devint simplement une statue sous la pluie. La tension était si épaisse qu'elle semblait pouvoir leur écraser les poumons. Chaque goutte de pluie qui frappait une feuille résonnait comme un coup de feu pour leurs sens exacerbés. Chaque respiration qu'ils prenaient devait être superficielle et silencieuse, filtrée à travers des dents serrées. Les Australiens surveillaient la respiration des Américains, leur tapant sur l'épaule pour réguler leur rythme, les forçant à ralentir leur fréquence cardiaque par pure force de volonté. Il leur fallut 4 heures agonisantes pour parcourir les 200 mètres jusqu'au bord du périmètre. Quand ils se glissèrent enfin dans la sécurité de la jungle profonde, laissant le camp endormi intact, les cils s'effondrèrent contre les arbres, tremblant de manière incontrôlable, non pas de froid, mais de la massive chute d'adrénaline. Un des vétérans américains endurcis admit plus tard qu'il avait participé à des dizaines de fusillades, avait pris d'assaut des plages et nettoyé des bunkers. Mais cette marche silencieuse à travers le camp ennemi endormi était la chose la plus terrifiante qu'il ait jamais vécue. Le refus australien de tirer, cette discipline absolue de choisir la vie plutôt que la gloire, les avait tous sauvés d'un massacre. Mais cet échange de sagesse n'était pas à sens unique. Et quiconque prétend que les Australiens étaient les seuls enseignants dans cette relation ignore l'effet froid et dur de la guerre. Tandis que les SEAL apprenaient l'art de l'invisibilité, les soldats du SAS observaient silencieusement la machine américaine et réalisaient que leur propre méthode, bien qu'élégante, était parfois trop lente et trop conservatrice pour ce nouveau conflit brutal. Les Australiens étaient pragmatiques jusqu'à la moelle, et ils voyaient que les SEAL possédaient une agressivité technologique et tactique qui pouvait être dévastatrice. La première chose qui suscita l'envie des opérateurs australiens fut l'armement américain. Le SAS portait encore les lourds fusils de combat L, 1 à long canon, des armes conçues pour les plaines ouvertes d'Europe, pas pour les espaces confinés d'une forêt de bambous. Ils regardaient avec jalousie les SEAL manier le Car 15, une version à crosse télescopique courte du M16 qui était légère, à tir rapide et parfaite pour le combat rapproché en jungle. C'était une arme venue du futur, assez compacte pour pivoter dans un tunnel étroit, mais assez létale pour abattre une cible instantanément. Le SAS s'émerveillait aussi des lance-grenades américains, le M79 et le M203 sous canon, qui donnaient à une petite patrouille de 4 hommes la puissance explosive d'une unité d'artillerie. Les Australiens réalisèrent que dans un contact où ils étaient en infériorité numérique, le volume de feu comptait tout autant que la précision. Lentement, discrètement, les armureries du SAS commencèrent à changer. Les soldats australiens commencèrent à acquérir des armes américaines par des canaux non officiels, échangeant des caisses de bière ou des souvenirs capturés contre les élégants fusils noirs et les lance-grenades qui leur donnaient une chance de se battre quand la furtivité échouait. Mais ce n'était pas seulement les armes, c'était la mentalité de mobilité et l'utilisation de la puissance aérienne qui fascinaient les Australiens. La tradition du SAS était d'entrer à pied et de sortir à pied, portant des sacs de 36 kilos pendant des semaines, endurant un épuisement lent et éreintant. Les SEAL, cependant, traitaient les hélicoptères comme des taxis. Ils avaient perfectionné l'art de l'extraction à chaud, développant une doctrine où ils pouvaient frapper une cible durement et être extraits de la jungle par un hélicoptère de combat UI en quelques minutes. Quel que soit le terrain, les Australiens virent la valeur de cette approche de frappe éclair. Ils réalisèrent que parfois rester dans la jungle pendant des semaines n'était pas un insigne d'honneur, mais un risque inutile. Ils commencèrent à adopter les techniques d'extraction agressive des SEAL, apprenant à se coordonner avec les pilotes d'hélicoptères de combat pour poser un feu de suppression tout en treuillant les hommes hors de la canopée. C'était un changement radical par rapport à leur philosophie de fantôme, une reconnaissance que parfois la vitesse est la meilleure armure. De plus, les Australiens développèrent un respect réticent pour le pur génie d'ingénierie des SEAL.
Le SS avait tendance à utiliser leur équipement exactement comme il était fourni, se débrouillant avec ce que la reine fournissait. Les SEAL, en revanche, étaient des guerriers ingénieurs qui ne pouvaient pas s'empêcher de bricoler. Si un équipement ne fonctionnait pas, ils le coupaient, le scotchaient, le peignaient ou le reconstruisaient jusqu'à ce qu'il fonctionne. Les Australiens regardaient les SEAL scier les canons des fusils à pompe pour créer des armes dévastatrices à large dispersion pour les éclaireurs. Ils virent comment les Américains fixaient des lumières stroboscopiques à leur boussole pour signaler les aéronefs et comment ils imperméabilisaient leurs radios avec des préservatifs et du ruban adhésif. Cette culture de modification était contagieuse. Bientôt, les soldats du SAS furent vus cousant des poches personnalisées sur leurs uniformes, modifiant leur harnachement pour transporter plus de munitions et peignant leur visage avec les motifs agressifs verts et noirs de rayures de tigre favorisés par leurs cousins américains. L'échange alla encore plus profondément dans le domaine des opérations nautiques. Le SAS était maître de la terre, mais les SEAL étaient les rois incontestés de l'eau. Dans les marécages de mangroves inondés et les interminables voies navigables du delta, les Australiens se sentaient hors de leur élément, se déplaçant maladroitement et lentement. Les SEAL leur montrèrent comment utiliser l'eau comme une autoroute plutôt qu'un obstacle. Ils enseignèrent aux SAS comment nager silencieusement avec tout l'équipement, comment imperméabiliser leurs armes pour un tir immédiat en remontant à la surface, et comment utiliser de petits bateaux gonflables pour s'infiltrer profondément derrière les lignes ennemies sans laisser une seule empreinte. Cela ouvrit une toute nouvelle dimension de guerre pour les Australiens, leur permettant de frapper des cibles qui avaient été précédemment considérées comme inaccessibles. Ils réalisèrent que l'agressivité des SEAL n'était pas de l'imprudence, c'était une confiance calculée, née d'une technologie supérieure et d'un refus d'être limité par l'environnement. Au milieu de l'année 1969, la transformation était visible pour quiconque savait où regarder. On pouvait voir des patrouilles du SAS portant des carabines américaines et appelant des frappes aériennes avec la confiance de Texans. Et on pouvait voir des équipes de 9 VSV de Navy SEAL se déplaçant à travers la brousse avec la démarche lente et délibérée d'un pisteur australien. Les lignes entre les deux unités commencèrent à s'estomper. Les Américains devinrent plus silencieux, plus patients, plus létaux dans leur silence. Les Australiens devinrent plus rapides, plus percutants et plus technologiquement avancés. Ce n'était plus un affrontement de philosophie, c'était une fusion des meilleurs traits des deux cultures guerrières les plus dangereuses du monde. Ils avaient cessé d'essayer de prouver qui était le meilleur et avaient commencé à se concentrer sur la seule chose qui comptait, se garder mutuellement en vie dans une guerre qui les voulait tous disparus. Cette évolution mutuelle ne fut jamais officiellement codifiée dans aucun manuel. Elle fut écrite dans le hochement de tête entre chefs de patrouille, dans l'échange d'un chargeur usé et dans la gourde d'eau partagée après une fusillade. Les SEAL apprirent que la patience est une forme d'agression, qu'attendre 3 jours pour un seul tir est parfois plus dévastateur qu'un millier de balles tirées dans la panique. Le SAS apprit que la technologie et la puissance de feu écrasante, appliquées avec précision, peuvent renverser le cours d'une bataille désespérée. Dans le creuset du Vietnam, sous le poids écrasant de la pluie de mousson et la menace constante de l'ennemi, ces deux forces d'élite forgèrent quelque chose de rare et d'incassable. C'était un respect sans parole, une fraternité qui n'avait pas besoin d'être exprimée. Ils étaient l'acier et l'ombre, le marteau et le fantôme, et ensemble ils devinrent quelque chose de bien plus terrifiant qu'ils n'auraient jamais pu l'être seuls. Mais avant la descente finale dans l'enfer de la jungle, il y eut un moment de calme qui cimenta cette alliance, plus qu'aucune fusillade n'aurait jamais pu le faire. Cela se passa sur le périmètre de la base de Nui Dat, sous le lourd ciel violet d'un crépuscule vietnamien où l'air était assez épais pour être mâché et sentait le diesel brûlé et la terre humide. L'équipe conjointe était revenue d'une préparation de reconnaissance éreintante et se préparait pour ce que le renseignement promettait être la mission la plus dangereuse de leur tour. Les barrières de rang et de nationalité, habituellement si rigides dans l'armée, s'étaient complètement dissoutes dans l'humidité. Les Américains, connus pour leur abondance logistique, ouvrirent des caisses de leurs rations de patrouille longue portée tant convoitées, partageant les délices lyophilisées qui étaient un luxe comparé à la bouillie standard.
En retour, les Australiens initiaient les SEAL au rituel sacré de l'infusion, leur enseignant comment faire bouillir de l'eau pour le thé dans une boîte de conserve noircie sur une tablette d'examine sans fumée, une astuce qui permettait une boisson chaude en territoire ennemi sans révéler une position. C'est dans cette lumière vacillante des réchauds à examine que la vraie nature de leur lien fut révélée, non pas à travers de grands discours, mais à travers l'échange d'acier et de tissus. Un Navy SEAL endurci, un homme qui avait survécu à la boue glaciale de l'entraînement et aux pires embuscades du Delta, retira un lourd couteau Ka-Bar à manche de cuir de sa ceinture. Ce n'était pas qu'un outil, c'était un morceau de mythologie américaine, une lame qui avait été aiguisée 1 millier de fois et portée à travers chaque patrouille. Sans un mot de cérémonie, il le tendit au commandant de patrouille australien. Un geste qui dans la culture guerrière signifiait plus que donner une pile d'or. C'était un transfert de chance, un partage de létalité. L'Australien, un homme de peu de mots, qui s'exprimait habituellement avec un sourcil levé, accepta la lame et retira lentement son propre chapeau. C'était l'iconique chapeau de Bruce, le chapeau à bord court, avec son rebord coupé court pour éviter la vision tunnel et le tissu taché sombre par la sueur d'une centaine de patrouilles. Il le tendit à l'Américain, complétant un pacte silencieux. Ils n'étaient mais plus seulement des alliés combattant un ennemi commun. Ils étaient des frères liés par la connaissance partagée que demain, l'un d'eux pourrait ne pas revenir. Mais ce moment de fraternité n'était que la profonde inspiration avant le plongeon dans l'abîme. Les rapports de renseignement étaient solides, terriblement solides. Une massive colonne logistique nord-vietnamienne se déplaçait à travers les collines denses et trempées de pluie de la province de Phuoc Tuy, transportant assez de munitions pour alimenter un mois d'offensive. La mission n'était pas seulement d'observer, c'était de briser cette colonne vertébrale d'approvisionnement. L'équipe conjointe s'infiltra par hélicoptère dans une zone d'atterrissage si étroite que les pales du rotor frôletta les branches des arbres et immédiatement la jungle les avala tout entiers. La saison des moussons avait transformé le monde en un purgatoire gris et pleureur. La pluie ne tombait pas, elle martelait, un océan vertical implacable qui transformait le sol en une soupe de boue et de végétation pourrissante. Pendant 48 heures, la force combinée se mit en position, et pendant 48 heures, la pluie ne s'arrêta jamais. Ils installèrent une embuscade classique en forme de L le long d'une élévation boueuse surplombant la piste, une position qui leur permettrait de prendre l'ennemi dans un feu croisé dévastateur. Et puis l'attente commença, c'était le test ultime de la fusion entre l'agressivité des SEAL et la patience du SAS. Les Américains, leurs nerfs tendus par l'adrénaline de l'affrontement imminent, durent pas forcer leur corps à s'éteindre. Ils gisaient dans la boue, à moitié enterrés dans les feuilles mouillées, laissant les sensules s'accrocher à leur peau sans broncher, ignorant les crampes qui tordaient leurs muscles. Les Australiens étaient déjà partis mentalement et physiquement, ayant atteint cet état de transe d'hibernation pour lequel ils étaient célèbres. Ils devinrent des souches, ils devinrent des racines, ils ne devinrent rien. Le premier test de leur discipline vint le matin du 3e jour. Un bruissement sur la piste, faible mais distinct, par-dessus le son de la pluie. Un groupe de 4 éclaireurs Viet Cong émergea de la brume, se déplaçant avec les mouvements méfiants et saccadés d'hommes qui savent les dieux qu'ils sont chassés. Ils étaient à Tilapa, les yeux du dragon. Le mitrailleur américain sentit son cœur claquer contre ses côtes, son doigt rattrapant le jeu sur la détente de son M60. Chaque instinct dans son corps hurlait d'ouvrir le feu, d'anéantir les cibles devant lui. Cela aurait été une victoire facile, 4 neutralisations confirmées en 2 secondes. Mais le fantôme de l'entraînement australien murmura à son oreille. Il se souvint de la leçon « Ne prends pas le pion si tu veux le roi ». Il se figea, son souffle retenu dans ses poumons brûlants, et regarda les éclaireurs passer devant son canon si près qu'il pouvait voir la boue sur leurs sandales. La patrouille les laissa passer, un pari qui défiait chaque instinct de survie, faisant confiance que le prix principal était encore à venir. 1 heure passa, puis 2. Le silence de la jungle revint, lourd et oppressant. Avaient-ils manqué leur chance? Le renseignement avait-il été faux? Le doute commença à s'insinuer dans l'esprit des SEAL, un ver froid d'anxiété, mais le commandant australien ne bougea pas un muscle. Il savait. Et puis le sol commença à vibrer.
C'était un son ressenti avant d'être entendu, le battement rythmique de centaines de pieds pataugeant dans la boue. La colonne principale apparut comme un serpent sombre serpentant à travers les arbres. Elle était massive, des dizaines de soldats lourdement armés, portant des caisses de roquettes et de mortiers. Confiants que leurs éclaireurs avaient dégagé le chemin, ils marchaient avec leurs armes en bandoulière, parlant à voix basse, convaincus de leur sécurité. Le chef d'équipe SEAL attendit que le centre de la colonne soit directement devant les mines Claymore. Il regarda le commandant australien qui donna un seul hochement de tête imperceptible. Les Américains pressèrent le détonateur, la jungle se désintégra. L'explosion des mines directionnelles ne fut pas un son, ce fut un coup physique qui aplatit la végétation et fracassa l'air. Avant même que les échos ne puissent rebondir sur les arbres, l'équipe combinée ouvrit le feu. Ce fut 7 secondes d'apocalypse orchestrée. Le claquement lourd des mitrailleuses M60 se mêla au craquement sec des fusils du SAS et au tout-sautement sourd des lance-grenades. Ce ne fut pas une pulvérisation chaotique de balles, ce fut une ablation chirurgicale de la force ennemie. Les traceurs filèrent à travers la brume comme des frelons furieux, fauchant la colonne dans une faux de plomb. Puis, aussi soudainement que cela avait commencé, le tir s'arrêta. L'ordre « Cessez le feu !» ne fut pas crié, il fut signalé. Le silence qui se précipita pour combler le vide fut plus assourdissant que le bruit. La fumée flottait bas sur la piste, se mêlant à l'odeur métallique de la cordite et au parfum cuivré des conséquences. La colonne avait été sectionnée, brisée et neutralisée en moins de temps qu'il n'en faut pour prendre une profonde inspiration. Mais ce fut dans les suites immédiates que la différence culturelle, maintenant tempérée par le respect mutuel, éclata une dernière fois. Les Américains vibrèrent de la massive décharge d'adrénaline, les yeux écarquillés, vérifiant leurs armes avec une énergie frénétique, souriant avec l'euphorie de la survie. Ils étaient électriques, vivant avec l'ivresse du combat. Les Australiens, en contraste saisissant, se levèrent simplement lentement, leurs visages des masques d'indifférence, ennuyés. Ils commencèrent à ramasser méthodiquement leurs douilles vides, vérifiant leurs bottes pour les sangsues et réarrangeant leur harnachement comme s'ils venaient de terminer un exercice d'entraînement de routine un dimanche après-midi. Ainsi, il regarda son homologue australien, secouant la tête d'incrédulité devant ce calme glacial, et demanda si son pouls dépassait jamais le rythme de repos. Le soldat australien ne sourit pas, il essuya simplement la boue de son fusil et répondit que la panique est un gaspillage de bonne énergie. Ils se mirent en route vers la zone d'extraction, les Américains bourdonnant comme des fils à haute tension, les Australiens glissant comme des fantômes. 2 vitesses différentes se déplaçant dans la même direction, laissant la jungle enterrer ses secrets. Au Vietnam, le respect ne se gagnait pas par le rang, les médailles ou le nombre de fusillades survécues. Il se gagnait dans la boue, sous la canopée suffocante, et dans l'espace silencieux et agonisant entre un souffle et le suivant. Pour les Navy SEAL et le SAS australien, ce n'était pas de l'amitié qui s'était formée dans ces missions conjointes. C'était quelque chose de bien plus profond, quelque chose qui résonnait avec la reconnaissance primale d'un guerrier pour son égal. Après cette dernière embuscade dévastatrice, les SEAL bouillonnaient de questions, désespérés de comprendre comment les Australiens avaient su que ce n'était là que les éclaireurs avancés, comment ils avaient chronométré l'attaque si parfaitement, et comment ils s'étaient donné déplacés si silencieusement alors qu'ils étaient trempés, épuisés et entièrement armés. Les Australiens, fidèles à leur nature, ne se vantèrent pas et n'offrirent pas de longues explications. Ils nettoyèrent simplement leurs fusils dans un silence stoïque, vérifièrent leurs bottes pour les sangsues et remballèrent leur équipement avec une précision méthodique. Mais dans ce silence même, les Américains commencèrent enfin à voir la vérité. Ce n'était pas seulement un ensemble de compétences, c'était un état d'esprit. Ces hommes ne connaissaient pas seulement la jungle, ils s'y étaient abandonnés, laissant ces rythmes façonner leur tempo, leurs instincts et leur jugement même. Un officier SEAL américain admit tranquillement plus tard qu'il pensait qu'ils étaient les meilleurs. Mais ces gars-là, ils ne jouaient même pas au même jeu. Il dit qu'ils étaient bruyants et rapides, tandis que les Australiens étaient lents et définitifs. Mais le profond respect coulait dans les deux sens avec la puissance d'une rivière de mousson.
Le SAS vit chez les SEAL une sorte d'agressivité chirurgicale contrôlée qu'ils ne se permettaient pas souvent. Quand le moment de frapper arrivait, les Américains bougeaient comme l'éclair. Leur communication était précise, leur discipline de tir serrée et leur capacité à rompre le contact sous une pression extrême n'étaient rien de moins qu'impressionnantes. Dans les débriefings secrets après les missions, les soldats du SAS notaient souvent que les Américains étaient plus bruyants qu'eux, mais qu'ils n'étaient dit jamais négligents. Et cette distinction comptait parce que dans la guerre de jungle, le bruit était parfois nécessaire, mais seulement quand chaque balle avait une raison. Au milieu de l'année 1969, la révolution silencieuse était bien en cours. Les SEAL opérant dans le delta et le long de la côte commencèrent à demander des opportunités d'entraînement croisées avec les patrouilles du SAS stationnées à l'intérieur des terres, non pas pour des opérations conjointes, mais spécifiquement pour apprendre à comprendre le mouvement en brousse, le camouflage à long terme, l'hygiène de jungle et l'art sacré de comment disparaître. En retour, les équipes du SAS commencèrent à expérimenter avec l'équipement américain plus léger, essayant des configurations de harnachement modifiées et incorporant des éléments des tactiques de frappe de courte durée des SEAL pour des missions spécifiques, surtout quand la vitesse comptait plus que l'invisibilité. Ils n'essayaient pas de devenir l'autre, ils affinaient leur propre tranchant mortel. Et bien qu'aucune des deux unités ne l'ait jamais ouvertement admis, elles commencèrent à suivre les leçons apprises de l'autre, absorbant silencieusement la nouvelle sagesse. Les SEAL commencèrent à s'équiper plus légers et les soldats du SAS commencèrent à porter des radios américaines plus petites. Même leur argot traversa la frontière culturelle. Les Australiens commencèrent à appeler certaines insertions de reconnaissance rapides des largages SEAL, alors que les Américains commençaient à désigner la reconnaissance passive de longue durée sous le terme de ghosting, un clin d'œil évident à la méthode australienne. Ils n'ont jamais appelé cela une rivalité, c'était une évolution pure et simple. Un SEAL l'a exprimé au mieux après une mission conjointe, déclarant qu'ils n'étaient pas revenus en essayant de leur ressembler. Ils étaient dit revenus plus conscients de ce qu'ils n'étaient pas et de ce qu'ils pouvaient devenir. Dans le creuset du Vietnam, sous le poids écrasant de la pluie, de la peur et de la discipline, deux forces d'élite forgèrent quelque chose d'incroyablement rare. Du respect sans parole, des leçons sans discours, et une fraternité sans jamais avoir besoin de prononcer le mot. Quand la guerre toucha finalement à sa fin, les Navy SEALs, comme le SAS australien, rangèrent à leur équipement, nettoyèrent leurs armes une dernière fois et disparurent de la jungle vietnamienne. Les arbres se refermèrent derrière eux et les pistes qu'ils patrouillaient autrefois furent englouties par le feuillage implacable. Mais quelque chose demeura, quelque chose qui ne rouillait ni ne pourrissait, persista dans l'air humide. Un héritage. Pour les SEALs, le Vietnam fut la forge qui les façonna en la force légendaire qu'ils sont aujourd'hui. C'est dans ces jungles, ces deltas fluviaux et ces villages hostiles qu'ils apprirent à mêler l'agressivité brute à la retenue chirurgicale, la puissance de feu écrasante à la finesse murmurée. Mais ils n'apprirent pas tout seuls. Les missions avec les SAS laissèrent une marque indélébile, non pas dans les manuels tactiques officiels ou les documents doctrinaux, mais dans les petites choses. Comment se déplacer plus lentement, comment écouter plus profondément, et comment attendre quand chaque fibre de votre être hurle d'agir. Les vétérans qui avaient marché aux côtés des équipes du SAS australien revinrent avec une acuité plus aiguisée, plus froide. Ils la transmirent non pas comme des ordres, mais comme des conseils murmurés aux nouveaux opérateurs. Si tu veux apprendre la patience, suis un Australien à travers les arbres. Pour le SS, les SEAL furent un aperçu brutal et exaltant de ce qui était possible quand la vitesse, la puissance de feu et l'audace américaine étaient correctement transformées en armes. Les Australiens n'essayèrent jamais de copier l'assurance américaine, mais ils respectaient leur poussée incessante vers l'avant et leur refus de se laisser intimider, et ils en emportèrent des fragments avec eux. Ils n'y étaient pas obligés, mais ils le firent parce que dans leur monde, chaque avantage compte. Certains de ces SEALs allaient commander les futures générations d'opérateurs dans des endroits comme l'Afghanistan et l'Irak. Certains de ces soldats du SAS allaient plus tard former la prochaine vague de marcheurs fantômes pour d'autres conflits dans des endroits comme le Timor oriental et au-delà. Les leçons du Vietnam,
gravé dans leur mémoire musculaire par la pluie de mousson et la menace constante d'embuscades, ne les quittèrent jamais. Des années plus tard, lors d'exercices d'entraînement conjoints, dans la chaleur torride de l'outback australien ou les déserts poussiéreux de Californie, des opérateurs des deux nations se retrouvaient sur le même champ de tir, sur la même piste, dans la même équipe. Ils hochaient la tête une fois, sans besoin de mots, parce que le lien forgé au Vietnam ne l'avait pas été autour de récits de feux de camp, ni épinglé sur un uniforme. Il avait été forgé dans le silence partagé et suffocant avant une embuscade, et dans le regard échangé à travers le sol de la jungle quand les deux camps réalisaient qu'ils combattaient différemment, mais qu'ils combattaient pour exactement le même résultat, la victoire sans gaspillage, la précision sans orgueil et la violence uniquement quand elle signifiait la survie. Aujourd'hui, quand les historiens parlent des unités d'élite au Vietnam, ils parlent des Navy Seals avec leurs raids fluviaux et leurs cibles de haute valeur, et ils parlent des patrouilles du SAS, traquant l'ennemi pendant des semaines et disparaissant sans laisser de traces. Mais ils mentionnent rarement l'espace silencieux, humide et mortel où ces deux mondes se chevauchaient. Pourtant, c'est dans cet espace qu'une fraternité naquit, non pas de nation, mais d'état d'esprit. Et cette fraternité murmure encore à travers les rangs aujourd'hui. Chaque fois qu'un opérateur des forces spéciales retient son souffle, attend plus longtemps que ce qui semble confortable, et frappe uniquement quand le moment est absolument parfait, exactement comme les fantômes le faisaient autrefois. Exactement comme les SEAL apprirent à le faire dans une jungle qui n'offrait jamais de seconde chance.